terriens, salut les terriennes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 5e saison. Notre invité principal ce soir, c'est Bernard-Henri Lévy. Alors Bernard, ça va? Pas mal. Les vacances? Jamais de vacances. Ah bon? C'est un piège, les vacances. Quelqu'un comme Hortefeux, par exemple, Oui. il pense que comme c'est les vacances, il peut nous envoyer ses histoires de Rome, Ouais, Sarkozy ouais. faire son discours de Grenoble. Ouais. C'est un piège terrible. Ouais. Donc, la règle, Pas de jamais vacances. complètement en vacances. D'accord. En tout cas, vacances, mais œil ouvert. Œil ouvert, on a vu ça. Et revolver sous l'oreiller. On va en parler tout à l'heure avec Sakiné, oui, justement. Voilà. Alors, de toute façon, Bernard, vous êtes bel homme, vous avez une femme superbe, vous êtes riche, ça vous aide à rester philosophe, non? Ah, je crois qu'il faut pas trop rester philosophe, justement. Ouais, Il faut ouais. parfois s'énerver, il faut parfois se mettre en colère. Ouais. Pas trop rester philosophe, justement. Alors, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de la sortie en DVD de votre fameux film Le jour et la nuit. Événement capital. Alors, en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. D'abord, Didier Porte. Ah ouais. Viré de France Inter en juin dernier par Philippe Val. Alors, vous savez comment Philippe Val lui a signalé son licenciement? Il lui a juste dit « Casse-toi, pauvre con ». M'étonnerait. Ouais. Pas le genre de Val. La règle, on laisse jamais dire du mal de ses copains. Ouais. Moi, Val, c'est mon copain. Ah, d'accord. Mais Et ça va même être mon chaud, ami. Donc, je vous laisserai pas dire du Ah, mal ça de va Val. être chaud, alors. Alors, Didier nous parlera de Insupportable, chronique d'un licenciement bien mérité, publié chez First Édition. Alors, il a été viré en juin, le livre sort en septembre. À mon avis, il avait commencé avant, non? Alors, toujours en P2, nous recevrons ensuite l'autre viré de France Inter, Stéphane Guillon. Ah ouais, ce soir, on reçoit les deux chômeurs les plus médiatisés du PAF. Alors, Philippe Val les a remplacés par Gérald Dahan et Raphaël Mesrahi. La preuve qu'il les aime bien, finalement, parce qu'il aurait pu les remplacer par des mecs drôles. Alors, en P3, après le zapping et la semaine de Guillon qui est désormais en exclusivité chez Salut les Terriens, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, suite au drame de Saint-Malo le 23 août, Régine Salva, qui a tenté de mettre fin au jour de son fils Rémi, handicapé. Voilà. L'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Bernard-Henri Lévy, rebonsoir. Vous êtes devenu, Bernard, une telle bête médiatique qu'on en oublierait presque votre pédigré, normalien, agrégé de philosophie, auteur de 36 livres. Vous êtes, comme on dit, une tête, vous avez réponse à tout. Vous mettriez qui en attaque de l'équipe de France? Ça fait partie des quelques questions auxquelles je n'ai pas réponse. Ouais. Ça ne m'intéresse, mais alors absolument Je pas. sais, oui. Mais absolument. C'est pour ça que je vous le Toutes ces pose. histoires d'équipe de Ouais. France, de mecs qui vont bouder dans la caravane, Ouais, de savoir si on les réintègre Ouais. ou pas, Ouais. ça me semble mais totalement dérisoire. Alors, vous avez fait de brillantes études, vous avez écrit des livres, l'humanitaire, du Bangladesh au Darfour en passant par la Bosnie. Aujourd'hui, le magazine américain Foreign Policy vous classe 31e personnalité la plus influente du monde. Au moins du monde, oui. Au moins. Et là, alors, bon, vous ressortez le film Le jour et la nuit. Pourquoi sortir en DVD le jour et la nuit alors qu'on avait tous fini par l'oublier, finalement? Vous êtes maso, quoi, alors? Écoutez, je ne contrôle pas tout, Ouais. contrairement à ce que pensent Ouais. les grands paranoïaques Ouais. qui me surveillent. Ouais. Là, il y a deux jeunes gens, Carole Mathieu et Thierry Humbert, Ouais. qui ont décidé de leur sortir. Et ça m'a fait tellement plaisir, alors là, on est sérieux une seconde, de voir ces deux jeunes gens qui ne connaissaient rien de toute cette histoire, qui avaient juste entendu dire que c'était le film le plus nul de l'histoire du cinéma, et qui ont décidé d'aller y voir de plus près. Alors, vous sortez un coffret collector avec le film Le jour et la nuit, donc un documentaire sur la sortie en salle intitulé Autopsie d'un carnage, réalisé par Carole Mathieu et Thierry Humbert, et une interview, droit de réponse de vous. Alors, on va regarder le teaser. C'est son premier film, c'est très important un premier film, et c'est très important, c'est beaucoup plus important un premier film lorsqu'on s'appelle Bernard-Henri Lévy. Ça aurait été un metteur en scène moins médiatique, une personne plus discrète, effectivement, je pense que les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Mais là, il y avait tout. Ils avaient envie que ce film ne marche pas. S'il avait marché, je pense que ça aurait vraiment emmerdé énormément de monde.
Ça a dérangé tout le monde que Monsieur BHL, du jour au lendemain, fasse un film avec Delon, avec Lorraine Bacall et avec d'autres, et puis voilà. Les gens ont fait tout simplement leur travail, ce que lui n'a pas fait en allant sur un plateau de cinéma. Ms. Bacall, Mr. Delon, just wondering where you rate this film on your hit list. Is this near the top or near the bottom of your list? La critique a jugé le film de Bernard-Henri Lévy, intellectuel, engagé et médiatique, qui se prend pour un cinéaste. C'est très très dangereux d'aller sur d'autres terrains. Les cahiers du cinéma ont dit le plus mauvais film de toute l'histoire du cinéma. J'aurais été ravi de jouer dans le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, quoi. C'était l'occasion de lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Il n'y a quasiment rien à sauver là-dedans. Je sais comment les longs articles élogieux s'obtiennent. C'était vraiment une tentative de mise à mort, oui. Ils ont voulu le guillotiner un peu gratuitement. Enfin, on le tient. Dans toute cette affaire, n'a manqué qu'un petit zeste d'humour. Ils vont vous assassiner. C'est une grande leçon de cinéma. Il faut pas se plaindre d'être attaqué quand on raconte des cochonneries pareilles. C'est surdimensionné, c'est le film surdimensionné. Vous savez, j'avais un rêve qui était Alain Delon. Ben, j'ai appelé Alain Delon. C'était dur. Parce que c'est violent, parce qu'il ne mérite pas ça. Critiquer un film, d'accord, mais à ce point-là, c'est absolument inédit. Les choses sont souvent tellement plus simples et tellement plus pures qu'on ne l'imagine. Ça a été formidable. Voilà Bernard-Henri Lévy, donc Le jour et la nuit, qui ressort en coffret collector avec un documentaire et une interview, droit de réponse. Voilà. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Le pitch, Delon, écrivain, has-been, vit au Mexique dans une hacienda au bord de la mer. Il fait de la montgolfière. Vivent avec lui sa femme, Marianne Denicourt, l'amant de sa femme, Xavier Beauvois, une amie, Lorraine Bacall. Et là arrive, dans l'espoir de décrocher un rôle tiré du dernier roman de l'écrivain en question, une starlette, Ariel Dombal, et son impresario, Carl Zero. Carl Zero, Bernard. Pourquoi Carl Zero, Bernard? Formidable acteur, absolument adapté au rôle. Oui. Moi, je le trouve même meilleur qu'à la télévision. Alors, vous voyez, ça va pas lui faire plaisir. Non. Bon, ben, ça fait rien. Alors, vous n'avez pas lésiné, parce que vous prenez en plus Willy Currant, qui est le chef-op d'Orson Welles, Maurice Jarre, qui a fait la musique de Dr Givago et de Laurence d'Arabie. C'est un film qui vaut quand même 53 millions de francs à l'époque, en 97. Voilà, vous entrez dans le cinéma avec les grands moyens. Donc, malheureusement, 73 147 entrées et des critiques sanglantes. Pour les cahiers du cinéma, c'est le plus mauvais film depuis des décennies. Pour Libération, c'est un navet certifié. Et vous-même, dans Comédie, le roman que vous publiez après chez Grasset, vous faites une autocritique assez grinçante et vous parlez de Big Bang. Vous voulez le fond de ma pensée? Je le trouve absolument réussi. Mais je sais. J'ai revu ce film. Je vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. C'est génial. Je le tournerai aujourd'hui, je ne changerai rien. Il y a une chose qu'on peut dire, c'est vrai qu'il y a eu d'autres films qui ont été des bides, oui, mais qui n'ont pas valu à leur auteur autant d'opprobre. Oui. Je prends l'exemple de Cinéman, par exemple, de Yann Moix, qui a coûté 23 millions d'euros, ce qui est quand même une fortune. Bah, le film est sorti dans l'indifférence générale, mais il n'a pas été lynché comme vous l'avez été. Indifférence générale, sauf moi, qui lui ai consacré un bloc-notes en disant que c'était un chef-d'œuvre. Dans Le Point, vous avez dit que c'était un chef-d'œuvre. Ah oui, bah oui. Être seul contre tous, c'est possible. Bah oui, c'est 2 fois. Mais ça fait 2 fois, mais il y en a d'autres où j'étais seul contre tous depuis le temps. Faut dire, alors, sérieusement, quand le film est sorti, il y a eu un acharnement contre vous, au-delà du film, bien évidemment. Vous appelez les patrons de presse, vous connaissez les patrons de presse, vous les appelez, vous dites « Allô, je sors un film, etc. » Le patron de presse, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son critique cinéma, il dit « T'as vu, il y a le film de Bernard-Henri Lévy qui sort, il faudrait que tu me fasses un papier coco. » L'autre, ça l'énerve, il fait un mauvais papier. Mais c'est quoi ce script-là? C'est quoi? Où vous avez pris que ça, que j'appelle les patrons de presse, lesquels appellent leurs critiques, c'est ce qu'ils disent, oui, mais c'est leur fantasme à eux. C'est pas la réalité. Moi, j'appelle pas. D'abord, j'appelle personne. Il y avait un attaché de presse qui témoigne dans le, qui est Guérard, dans le documentaire, qui est François Guérard. Les gens se sont fait alors un film autour de ce film. C'est pour ça que cette affaire est intéressante. Comment la paranoïa, les théories du complot peuvent aller se loger
même dans des zones aussi dérisoires qu'un film de cinéma. Ces gens qui reviennent 15 ans après, avec la même, avec la même grimace de haine, avec les mêmes regards assassins, ils sont incroyables. Mais encore une fois, c'est, comment vous dire, c'est plus le problème des autres que le mien. Moi, je continue l'aventure de toute façon. Je suis imbattable. Robocop, un peu. Rien ne vous atteint, alors? Non, très peu de choses. Les gens que Carole Mathieu a retrouvés pour son documentaire, honnêtement, j'avais même oublié, contrairement à eux, qui n'ont pas oublié mon existence, moi j'avais oublié la leur. Et je l'ai retrouvé, non sans un certain plaisir, ça m'a rajeuni. Vous refusez d'admettre la moindre erreur, quoi. Vous pourriez dire, oui, c'était mon premier film, il y a des plans, là, mais pourquoi je dirais Carl ça? Zero n'est pas très bien dirigé, il y a non. peut-être des plans un peu moyens, enfin je veux dire... Mais pourquoi est-ce que je dirais ça? Parce que quand on fait quelque chose et qu'on le revoit ou qu'on le relit, on a toujours tendance à dire, ça j'aurais peut-être fait... Ça peut m'arriver, mais c'est rare, parce que quand je fais quelque chose, Thierry, comme je suis un travailleur acharné, je fais pas n'importe quoi. Ce film-là, je l'ai mûri, je l'ai travaillé. J'étais à la salle de montage jour et nuit. Alors, je peux pas vous dire qu'il y a des choses que je regrette. C'est pas vrai, je l'ai voulu d'un bout à l'autre. À l'époque de la sortie du film, un jour, vous avez rendez-vous avec Dominique de Villepin, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée, et il vous dit, vous êtes, Bernard, un Christ sans plaie. Vous rentrez chez vous et vous avez les mains qui saignent. Vous avez les stigmates, quoi. Vous avez les mains traversées de sillons de sang. Une sorte de Padre Pio, c'est ça? Hein? Villepin, il a deux choses. Il a le syndrome de Tourette, dont on va peut-être parler tout à l'heure, j'imagine, je suppose. Et puis, oui, il a peut-être des pouvoirs thaumaturgiques. Nicolas Sarkozy ferait bien de se méfier. Non, mais vous aviez vraiment des stigmates. Je vous dis, Nicolas Sarkozy ferait bien de se méfier. Et je le dis très sérieusement. Ah oui? Il ferait bien de se méfier, oui. Donc vous ne démentez pas ça? Je vous dis. D'accord. Nicolas Sarkozy ferait bien de se méfier. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard-Henri Lévy et nous accueillons Didier Porte. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez vous présenter en quelques mots? Écoutez, j'ai 52 ans, je suis humoriste. Vous avez fait quoi jusque-là? J'ai travaillé à France Inter, au Fou du Roi et dans la matinale, où je viens d'être licencié. Vous voudriez faire quoi dans la vie, Didier Porte? Écoutez, j'aimerais continuer à essayer de faire rigoler les gens, contre rémunération, parce que j'ai quand même 4 enfants, dont 2 en bas âge. Et je vis dans un immeuble de rapport à Vanves. Oui. Donc je suis un peu une sorte de Rome de l'humour, quoi. Donc, vous avez été licencié? J'ai été licencié, oui, sans cause justifiable, bien sûr, un licenciement abusif. Alors, un licenciement bien mérité, c'est d'ailleurs le titre d'un livre que vous publiez chez First Edition, Insupportable, chronique d'un licenciement bien mérité. C'est ça? C'est-à-dire que j'essaye d'aller dans le sens de mes anciens employeurs, avec peut-être l'espoir qu'ils me reprendront. Alors, je suis content de voir monsieur Bernard-Henri Lévy, parce que je crois qu'il est ami avec mon ancien directeur. Tout à fait. Si vous pouviez intercéder en ma faveur. Il va le faire. Il va essayer. Mais ça va être fait absolument. Enfin, il faut vous mettre quand même à la place de votre ancien employeur, monsieur Val. Il a déclaré avoir décidé de renouveler et faire évoluer son antenne. Effectivement, c'est tombé sur Stéphane Guillon et moi. Voilà. C'est con, mais... Alors, tout commence le jeudi 20 mai, lorsque Demorand reçoit Villepin. Voilà, c'est ça. Je sais qu'il est dans sa voiture au moment où je fais ma chronique. C'est peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant qu'il arrive. Bon, j'explique d'abord, je cite un certain nombre de trucs de bouquins journalistiques très sérieux où il rapporte ses propos, où il traite tous les gens de connards, il veut prendre la France comme une femme, etc. Vous savez, il y a plein de phrases comme ça. Des métaphores sexuelles, disons. Voilà, les journalistes n'ont pas de couilles. Enfin voilà, je cite tout ça. Je dis, voilà, manifestement, M. de Villepin est atteint du syndrome de Tourette, cette maladie qui pousse à dire des grossièretés, des horreurs. Et je dis, voilà, monsieur de Villepin, je sais que vous m'écoutez dans votre voiture, on est sur une station publique, avec une éthique particulière, on ne voudrait pas qu'il y ait de dérapages verbaux à l'antenne, donc s'il vous plaît, défoulez-vous maintenant, libérez-vous, et comme ça, quand vous serez à l'antenne, il n'y aura pas de problème. Et donc, après moi, répétez, j'encule Sarkozy, j'encule Sarkozy, j'encule Sarkozy. Et le problème, c'est vrai que le début de la chronique, ne faisant pas tellement rire au début mes camarades autour de la table, j'ai senti que j'allais un peu au casse-pipe, et alors là, je me suis tendu, je ne suis pas un très bon comédien, donc je suis devenu un peu nerveux, et du coup, le j'encule Sarkozy a sonné
un peu comme ça, de manière très brutale. Est-ce qu'à la fin, le Jean-Claude Sarkozy, c'était pas Didier Porte qui le disait? C'est ça le problème. Je préfère pas les fouiner dans mon inconscient, je sais pas ce que j'y trouverai, mais... Ouais. Alors, les réactions après votre chronique étaient un peu borderline, vous l'admettez vous-même. Hein? Oui, mais le problème, c'est qu'elle ne provoque aucune réaction. Demorand fait un peu la tronche. Le grand vous donne une petite tape dans le dos, plutôt sympa. Ouais, plutôt du amical. style, ouais, t'as un peu merdé, quoi. En gros, vous sentez que, voilà, mais bon, sympa, quoi. Ouais. Alors, à 14h, vous êtes convoqué dans le bureau de Philippe Val, qui vous adresse la parole pour la première fois depuis un an, encore faut-il le dire, enfin, depuis qu'il est là, et il vous dit, tu as dit enculé à l'antenne, sur le service public, tu te rends compte de ce que tu as fait? Il me darde d'un regard. J'ai l'impression d'être le fils naturel d'Émile Louis et de Simone Weber. Hein. Et ils me disent, voilà, c'est vraiment un scandale. Alors je dis, bon, oui, effectivement, j'essaie de leur expliquer. Ouais. C'est le syndrome de la Tourette. Et puis là, il monte dans les tours d'un seul coup et il me crie à la figure, mais sous prétexte de syndrome de la Tourette, la prochaine fois, tu crieras Heil Hitler au micro. Alors là, vous êtes dit, je suis comme Ciné, qui a été viré pour antisémitisme de Charlie Hebdo. Oui. Et donc, sa directrice l'a un peu calmé à ce moment-là. Mais voilà, moi, j'ai refusé de faire une autocritique à la chinoise, vous savez, avec flagellation. J'ai dit, voilà, je comprends qu'on m'engueule pour ça, je veux bien l'admettre, mais être cloué au pilori, j'ai 10 ans de maison, j'ai fait plus de 1000 papiers dans cette maison, jamais eu un procès, très peu de dérapages. J'accepte pas qu'on me démolisse comme ça pour effectivement une faute de goût. Pour vous, à ce moment-là, l'incident est clos? Oui, pour moi, c'est fini. Et alors après, vous voyez dans le Nouvel Observateur, dans la rubrique Téléphone rouge, Didier Porte va-t-il la prendre? 15 jours après. 15 jours après, alors que moi j'ai maintenu la confidentialité sur cet entretien, comme l'avait demandé Philippe Val. Je vois ça sortir où il parle de mon entretien avec Philippe Val. Donc je me dis, tiens, qui c'est qui fait fuiter ça? Moi j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule. Et le soir même, je regarde Canal+. Et là, c'est le drame. C'est-à-dire que là, vous voyez vos camarades, Demorand, Legrand et Guetta, qui vous condamnent. Oui. Et Demorand dit, ce n'est pas la radio que je veux faire. En fait, maintenant, on sait que la radio qu'il voulait faire, c'était Europe 1. Mais à l'époque, vous ne le saviez pas. C'est terrible, parce qu'il diffuse les 15 secondes de chute avec seulement les 3 fois Jean-Claude Sarkozy, sans explication de contexte du tout. Hein. Et ils diffusent ça, et ils réagissent derrière, et effectivement, de manière assez dure quand même, en disant « Ouais, c'est nul, c'est grossier, c'est pas drôle, c'est vulgaire. » Et surtout, que répondre? Il dit « Que répondre à un auditeur comme ce matin qui me demande qu'est-ce que je dis à ma fille de 8 ans ou mon enfant de 8 ans qui me demande le sens du mot enculé. » Guetta dit qu'il a failli rentrer dans un autobus tellement il était horrifié. Là, vous comprenez que votre exécution est programmée. Je comprends que là, je suis dans mon canapé, je découvre ça. Le matin même, j'avais fait ma chronique qui avait plutôt bien marché dans la matinale, et tout était bien, on se tapait sur l'épaule. Alors, le pire de tout, c'est que tout le monde vous annonce, restant au Fou du Roi, qui est l'autre émission à laquelle vous participez, avec Stéphane Bern. Tout le monde félicite Stéphane Bern de son courage, et c'est vrai qu'il est courageux, Stéphane, mine de rien. Mais en fait, non, vous êtes licencié de la matinale et du Fou du Roi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Didier, que sur ce coup-là, c'est finalement vous qui vous êtes fait enculer? Oui, absolument. Alors, au moment des caricatures de Mahomet, Nicolas Sarkozy avait déclaré « Je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature ». Finalement, il ne parlait pas pour lui, il parlait juste de Mahomet, quoi. Non, je pense que Nicolas Sarkozy, vous avez remarqué qu'il aime bien faire rire son public. Hein. Ouais, oui, donc il est comme tous les humoristes, il a très peu d'humour sur lui-même. Demandez à Stéphane, et moi je suis pareil. Dès qu'on se fout de notre gueule, on est à cran. Je sais. Donc voilà, je crois que c'est son cas. Vous l'auriez viré, vous? Moi, j'ai deux principes, Thierry. Le premier, je vous ai dit tout à l'heure, Philippe Val est un ami. Oui. Et là, j'entends dire des choses que je ne peux pas laisser passer. Philippe Val aux ordres de Sarkozy, Philippe Val censeur, c'est absurde. Bon. J'ai un deuxième principe, c'est que quand quelqu'un est un peu à terre, ce qui est le cas de Didier Porte aujourd'hui, j'ai pour principe de ne pas en rajouter une pelletée. Voilà. Alors après, je vous connais, je vous ai toujours trouvé drôle, y compris à mes dépens. Il me semble que ce jour-là, vous étiez sans doute moins drôle. Et vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, qu'autour de la table, vous avez senti le malaise et que les copains ne riaient pas. Voilà. Est-ce qu'il fallait me virer pour autant? Après 10 ans de France Inter, alors qu'il a 4 enfants et qu'il habite à Vence. Et qu'il habite un immeuble de rapport avant, vous avez entendu ça? Ce qui est quand même un avis de tout. Alors, aujourd'hui, donc, vous travaillez pour le site Arrêt sur Image, le site Mediapart.
Alors faites attention, parce que là, si vous dites pas assez de mal de Sarkozy, qu'ils vont vous virer, là. Vous êtes au courant, quand même. Je suis en train de tester les limites de l'humour d'Edoui Plenel. Oui. Oui. Et j'ai bon espoir. Bien, alors il y a un autre viré de France Inter, qui est un habitué de l'émission, mais qui vient un peu plus tôt ce soir, c'est Stéphane Guillon. Alors Stéphane, oui. Vous connaissez Bernard-Henri Lévy? Très bien. Vous êtes fâché? Non, du tout, Ah. du tout. Bernard, j'ai un sketch entier sur lui dans mon spectacle, qui est Ouais. un grand moment d'ailleurs, Ouais. et je dois dire qu'il a une puissance comique indéniable, puisque dès que je démarre le sketch, la salle est debout, et je le remercie infiniment. Ah bah, je peux venir un jour. Avec plaisir. Oui. Alors, finalement, tous les deux, avec Didier, vous avez joué à qui va se faire virer le premier, et c'est un peu match nul, quoi. Non? Lequel méritait le plus de se faire virer, d'après vous? Moi, je pense sincèrement que c'est Didier. Et je vais vous expliquer. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai réfléchi pendant les vacances. Ouais. C'est quand Philippe Val dit qu'il ne faut pas mélanger l'info à l'humour. Ouais. Je pense qu'il a raison. Ouais. Je pense qu'il a raison parce que la politique, c'est quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'auditeur d'Inter est dans une tranche d'infos. Il y a l'affaire Woerth, Bettencourt, il y a Alain Joyandet et son Falcon, il y a les cigares de Christian Blanc, il y a les Roms qui sont expulsés. Il y a tout d'un coup une actu qui est forte, qui est belle, qui est honnête. Et à ce moment-là, où l'auditeur est complètement là, passionné, pris par ce truc incroyable, il y a un individu qui fait dire à Villepin: j'encule Nicolas Sarkozy. Ouais. Et à ce moment-là, l'auditeur, alors qu'il est dans un truc vraiment beau, fort, honnête, je trouve, et je te le dis, Didier, ce que tu as fait est dégueulasse. Bon. Alors. Je me suis un peu énervé, c'est bête. Non, parce mais que c'est ce tout à n'est fait que de la légitime télévision. dans votre Voilà. situation, si vous voulez. Je suis désolé. Vous êtes quand même deux gros losers. Alors, Didier a un livre qui raconte son éviction. Le vôtre n'est pas encore prêt, mais il a un titre bien. Hein. On m'a demandé de vous virer. Ouais. Mais c'est que des chroniques. À part ça, dans votre spectacle recommence au Théâtre de Paris le 13 janvier. Normalement. Normalement, oui. Parce qu'ils n'ont pas encore fermé les théâtres. D'ici là, salut les terriens, on exclut Lulu, donc... Ouais, hein, que pour vous, Thierry. Que pour moi. Ouais, ouais. On va se voir tout le temps. Alors. Je suis très heureux de ça. Alors, je repense à votre histoire tous les deux. Vous auriez pu être déchus de votre nationalité française. Vous en sortez bien, quand même, non? Oui, parce que toi, t'es un peu mélangé, non, Didier? T'as pas quelque chose, toi? Porte, en principe, c'est bon. Porte, c'est bon. C'est bon. Porte, c'est bon. D'accord, ok. Sérieusement, Oui. est-ce que quand même, au-delà de votre amitié pour Philippe Val, est-ce que ça vous gêne pas qu'on vire des humoristes? Ça me gêne qu'on vire des gens en général, évidemment, que je vous dis. Ce que je me réjouis qu'on ait viré Didier Porte et Stéphane Guillon, non, je me réjouis pas de ça. Mais dites-le quand même. Faut le dire pourquoi. Parce que c'est pas bien. Mais ça dépend, c'est pas bien, je sais, honnêtement. Vous voulez le fond de la... En ce qui me concerne... Vous écoutez pas France Inter. J'écoute pas, Oui, je pas la sais. radio. Oui, je sais. Voilà, donc, Et ce qu'il aurait pu vous faire de pire, finalement, Val, c'est vous remplacer par des mecs drôles. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il est... C'est la preuve qu'il vous aime bien. Si vous le dites. Non, c'est un piège. Parce que moi, j'aime beaucoup ces deux garçons et le spectacle de Gérald, il est vachement bien. Mais je pense que c'est un cadeau empoisonné. Voilà. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Guillaume Roquette, directeur général et directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, vous allez vous en faire un ami, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. 63% des Français ne sont pas satisfaits de l'action du président Sarkozy. Cela dit, si les Français ne sont pas satisfaits de leur président, le président, lui, n'est pas très satisfait des Français. J'aimerais tellement que le pays se passionne pour les grands problèmes, plutôt que de s'emballer à la première horreur, calomnie. Bah oui, c'est vrai ça. Plutôt que de s'intéresser aux relations ambiguës du couple Woerth avec Tati Liliane, intéressons-nous plutôt aux grands et vrais problèmes. D'ailleurs, ça tombe bien, en tant que ministre du Travail, Éric Woerth est en charge du problème numéro 1 des Français, le chômage. Mais bon, vu qu'en 2 ans, le nombre total de chômeurs a augmenté de 1 150 000, eh ben, on comprend que le président Sarkozy préfère mettre l'accent sur d'autres chiffres. Depuis 2002, je suis en première ligne
dans la lutte contre l'insécurité. Le nombre de crimes et délits a diminué de 17,54%. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. À défaut de faire plaisir à tous les Français, autant faire plaisir à son électorat. On n'est pas sûr que les 30 000 Roms qui vivent en France soient le problème numéro 1 de notre pays, mais au moins, plus on en parle, moins on parle d'Éric Woerth. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Guillaume Roquette, bonsoir. Donc vous êtes directeur général et directeur de la publication de Valeurs Actuelles. Et vous êtes avec nous pour commenter l'actualité de la semaine. Alors Bernard-Henri Lévy, vous avez publié dans Le Monde le 5 août dernier un article qui pointe les 3 erreurs estivales de Nicolas Sarkozy. Premièrement, convoqué à l'Élysée le 28 juillet un sommet sur la situation des Roms et des gens du voyage sans un seul représentant ou porte-parole ou témoin de cette communauté. Deuxième erreur, le discours de Grenoble, cette proposition de déchoir de la nationalité française toute personne d'origine étrangère qui aurait porté atteinte à la vie d'un policier ou d'un gendarme. Troisième erreur, la guerre nationale aux nouveaux voyous, que vous traitez de guerre civile, qui est jamais pour vous que la version sophistiquée du fameux « casse-toi pauvre con », et vous terminez en disant « société où le ressentiment et la haine sont les derniers ciments du contrat social ». Voilà, c'est assez virulent, assez cruel. Oui, je crois que cette séquence était assez répugnante et d'ailleurs au fond assez absurde. Est-ce que vous savez comment s'appelle le porte-parole des Roms? Sarkozy. Voilà. Le roi des Roms. Le roi des Roms, qui est autrichien, s'appelle Sarkozy. Donc, en même temps, ce qui est terrible, comme toujours, quand on est dans la recherche des boucs émissaires, quand on est dans le crade, parce que tout ça est crade, voir Hortefeux se vanter du nombre de reconductions à la frontière, les voir faire du chiffre sur le dos de ces gens du voyage ou de ces Roms, allègrement confondus d'ailleurs, c'est vraiment dégueulasse. Est-ce que le pire finalement de tout ça, c'est pas que ça soit fait pour faire oublier l'affaire Woerth-Bettencourt? Le pire, c'est de déclarer la guerre. Quand on est président de la République, quand on est Premier ministre, on a du sang-froid. Le loupard en face, il vous déclare peut-être la guerre, mais vous êtes président ou Premier ministre, vous ne répondez pas par la guerre. Vous répondez par la police, vous répondez par tout ce que vous voulez. Ce que vous dites dans votre papier, c'est que les policiers ne sont pas des soldats et que les voyous ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis, c'est des citoyens délinquants, c'est la part d'ombre d'une société. Alors Guillaume Roquette, j'imagine qu'à l'heure actuelle, ces propos ont fait sauter en l'air, non ? Non, parce que ce n'était pas vraiment inédit. Bien sûr, ce discours de bon sentiment, ce discours un peu angélique, on a tous envie de le tenir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Il y a eu un village qui a été mis à sac par des gens du voyage, Saint-Aignan-sur-Cher. Il y a eu à Grenoble des émeutes urbaines où, pour la première fois, on a tiré à balles sur des policiers. Alors vous allez me dire, peut-être que ce sont des exemples qu'on monte en épingle. Moi, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous avez comme montre ? Il n'a pas de Rolex, il n'a pas réussi sa vie. Bell & Ross. Hein ? Bell & Ross. Bell & Ross. Il n'a pas réussi sa vie. Si demain, il y a un blond avec une Bell & Ross qui fait un braquage avec mort d'homme dans Paris, on va rafler tous les blonds avec une Bell & Ross et on va dire il y a un problème des blonds et des Bell & Ross. On va faire une réunion à l'Élysée, on va en expulser. Mais si, c'est justement cette logique-là qui est dégueulasse. Cette logique d'amalgame, cette logique de communautarisation. Moi, je serais vous, je ferai des recommandations à Hortefeux. La recommandation, c'est de traiter tous les citoyens français de la même manière. Et la recommandation, c'est pas de stigmatiser une communauté parce que quelques-uns de ses membres se conduisent comme des voyous. Dites ça à Hortefeux, là vous ferez votre boulot et vous serez vachement utile. Alors, sur les Roms, Valeurs Actuelles a fait un reportage dont tout le monde a reconnu qu'il était extrêmement objectif dans la mesure où je pense qu'on leur taille un costume un peu trop grand pour eux. Il y a eu une focalisation du discours sur cette communauté-là cet été. Alors est-ce que vous condamnez le principe d'une réunion à l'Élysée sur la question des Roms? Eh bien non, je ne la condamne pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que le boulot d'un président de la République, c'est de mettre les mains dans le cambouis. C'est facile d'être dans la posture protestataire en disant tout ça c'est pas bien. Et c'est vrai que c'est pas bien et que c'est pas beau. Mais je veux dire, le président, il n'est pas seulement là pour inaugurer les chrysanthèmes. Je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus grave que ce que vous décrivez, qui menace la France. C'est une espèce de sentiment d'impuissance publique. C'est-à-dire que les responsables politiques, de gauche et de droite, ne peuvent plus rien. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Brice Hortefeux sur la grosse cylindrée
traque les caravanes des Roms et qui surprend, parce qu'il parle en notre nom, Brice Hortefeux, et qui surprend les Français. Comme si nous, on se posait des questions sur la voiture, la cylindrette de ces gens-là. J'ai trouvé ça absolument terrible cet été de lire cette petite phrase. Je vais vous répondre assez tranquillement. Oui, il y a un problème d'origine de revenus des Roms. Parce que les Roms n'ont pas d'emploi en France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je termine juste ce que je vais dire. Écoute, je vais vous... Attendez, laissez-moi terminer. C'est la raison pour laquelle, au bout de 3 mois, ils se retrouvent en situation illégale et ils sont renvoyés vers leur pays d'origine. Parce que c'est prévu comme ça par la loi. Donc ça, c'est une généralité, parce que vous avez des Roms qui ont un travail. Brice Hortefeux pose la question, il la pose peut-être maladroitement, mais elle mérite d'être posée. D'où viennent les revenus des Roms qui sont en France et qui n'ont pas de travail en France? Voilà. La question des Roms, prenez-la dans le sens que vous voudrez, c'est une mauvaise question. C'est comme autrefois, les histoires d'ADN, on ne touche pas à ça. On ne touche pas au sang, on ne touche pas à l'ADN. On ne touche pas aux communautés. Jamais. On ne dit pas les Roms. C'est insultant pour les 9/10 des Roms. C'est dégueulasse. Mais... Si, dire les Roms, c'est comme dire les Juifs, c'est comme dire les Arabes, c'est comme dire les PD. C'est trop facile. Non. C'est pas trop facile. C'est trop facile de dire des choses comme ça. C'est trop facile. Non, ce qui est facile, c'est de dire les Roms ont un problème de cylindrée. Ce qui est facile, c'est de dire les Roms ont un problème de revenus. Je n'ai pas dit que les Roms avaient un problème de cylindrée. J'ai dit que les Roms qui étaient renvoyés dans leur pays avaient un problème. J'ai dit que les Roms qui étaient renvoyés dans leur pays avaient un problème de revenus. Oui, c'est justement pour ça qu'ils sont en France en situation illégale. Ce qui est trop mais c'est facile, pas uniquement ce qui se passe en France, c'est valable dans toute l'Europe. Ce qui est facile, c'est de dire les Roms. Et d'un ministre ou d'un président, on attend qu'ils disent des choses difficiles, compliquées, des mesures... Elle était bien, ma question sur les cylindrés, donc. Mais naturellement, on peut en rester là. Allez, coupez tout ça. Arrête. Coupez tout ça. Juste le mot de la fin. Là. Très brève, une citation de Brice Hortefeux, une phrase prononcée il y a quelques jours. Brice Hortefeux qui a déclaré devant la télé on ne veut stigmatiser aucune communauté en particulier, en l'occurrence les Roms. Bien d'autres étrangers commettent des crimes et délits en France. Oui. Voilà, je crois que ça résume tout. Qu'est-ce que je vous dis ? Bien. Lundi, Éric Woerth s'est dit victime de lapidation médiatique. En tant que défenseur de Sakiné, ça a dû vous choquer, j'imagine. C'est pas bien non plus, ça. C'est pas bien, non. C'est pas bien. Eh bien, oui. Vous lui avez proposé d'échanger sa place avec Sakiné ? Oui. Lapidation pour lapidation. Il n'y a pas qu'à France Inter qu'on fait de l'humour de mauvais goût, mais dans le cas de Woerth, à mon avis, c'est pas de l'humour. Oui, mais c'est ça le problème. C'est pas de l'humour, c'est qu'il n'est pas drôle du tout. Alors, Bernard-Henri Lévy, vous animez la revue La Règle du Jeu, qui fête ses 20 ans cette année. Et c'est de La Règle du Jeu qu'est parti l'appel pour Sakiné Mohammadi Ashtiani, condamné à la lapidation par le régime des Mollahs. La lapidation, d'ailleurs, n'est pas dans l'islam. La lapidation n'est pas dans le Coran. Il n'y a pas un verset, il n'y a pas une sourate du Coran qui évoque la lapidation. Et je voudrais d'ailleurs qu'il y ait plus d'intellectuels ou d'imams ou de simples citoyens musulmans qui rejoignent cette pétition et qui disent qu'elle leur fait horreur. Alors, la lapidation, ce qu'il faut dire quand même, donc la femme est enterrée jusqu'au cou, hein, donc elle ne peut pas s'échapper. Et elle n'a aucune chance. Ce qu'il faut dire, c'est que la taille des pierres... La taille des pierres est codifiée dans le droit civil iranien. Elle ne doit pas être trop grosse parce que ça ira trop vite et qu'il faut quand même qu'elle souffre. Elle ne doit pas être trop petite parce qu'il faut qu'elle fasse vraiment mal. Et on s'arrête quand le visage est réduit en bouillie et que les fourmis commencent à... Voilà. Cette affaire Sakiné, outre le fait qu'on va peut-être sauver cette femme, et vraiment, je vous avoue que je pense qu'à ça. Mais je pense par ailleurs que pour la société iranienne, c'est très très important. Parce que c'est la première fois que très concrètement, on est à leur côté. Mon secret espoir, c'est que si nous sauvons, nous, c'est-à-dire les 50 000, 60 000, 100 000 citoyens qui signent la pétition, si nous sauvons Sakiné, ce que j'espère, c'est qu'il y aura une espèce de jurisprudence morale mondiale sur cette affaire de lapidation ou de pendaison. Et que le problème, en tout cas, sera sur la table. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard-Henri Lévy, Didier Porte, Guillaume Roquette, et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Régine Salva. Bonsoir. Alors Régine, dans la nuit du 22 au 23 août dernier à Saint-Malo, une mère de famille a tué sa petite fille de 8 ans, Méline, handicapée moteur cérébral.
Elle a ensuite tenté de mettre fin à ses jours. Sans y parvenir, elle sera jugée pour infanticide. Vous aussi, Régine, vous avez été confrontée à ce drame de la prise en charge des enfants handicapés. Finalement, votre fils Rémi s'est suicidé. Nous en parlerons à 20h avec vous. Nous écouterons votre témoignage. En attendant, j'accueille à nouveau Stéphane Guillon. Rebonsoir Stéphane. À vous Stéphane pour la semaine de Guillon. Désolé, excusez-moi. Allô? Oui? Oui, Jean-Luc. C'est Jean-Luc S. Jean-Luc. Non, ici, je peux dire ce que je veux. C'est une télé privée, on est indépendant. Ah, attends, je demande à Thierry. Jean-Luc demande s'il peut s'excuser pour tout ce que je vais dire sur Canal+. Mais bien entendu. Oui, tu peux. Tu appelles Sarkozy, tu vas dîner avec Carla, tu envoies des fleurs, des chocolats, tu ne changes rien à tes habitudes. Voilà. Je te laisse, hein, j'ai du travail. Ça se passe bien avec lui. Ouais, il a l'air un petit peu nerveux, mais bon. C'est la rentrée. C'est la rentrée, bien sûr. Belle rentrée, cela dit. Oui. Éric Besson se mariera le 16 septembre prochain avec la jeune Yasmine. La liste des festivités est impressionnante. À l'heure où les épouses se diront oui, 3 camps de Rome seront rasés au bulldozer et 2 charters de Maliens quitteront Roissy pour Bamako. Voilà, vive les mariés. Et en exclusivité, voici la photo de la pièce montée du mariage ornée d'un petit charter en pâte d'amande. Ah, ils avaient pensé à Carla pour apporter la pièce montée. Et comme il lui a fallu 35 prises pour rentrer dans une boulangerie sur le film de Woody Allen, ils se sont dit, la pièce montée, non. Alors à tous nos amis sans-papiers parisiens qui nous regardent, je redonne la date du mariage. C'est le 16 septembre à la mairie du 7e. Si vous souhaitez mettre de l'ambiance, venez nombreux. Quelle horreur. 16 septembre. Valérie Pécresse a inauguré un campus où les étudiants logent dans des conteneurs. On devrait mettre les Roms dans des conteneurs. Pour les expulser, c'est plus pratique. On les charge de nuit sur un cargo et ils se réveillent en pleine mer. Voilà. Je pense pas. Lies Sebadj, accusé de viol par une de ses femmes. Non, il l'a pas violée. Il s'est trompé. Comme elles sont toutes en burqa, il pensait que celle-là était d'accord. Déclaration de Brice Hortefeux, pas de trêve estivale pour les voyous. Ça, c'est des conneries, hein. C'est des grosses conneries. J'en connais 2 qui sont partis à la montagne. Ah. Brice Hortefeux souhaite devenir maire de Vichy. Ah, ça c'est super. Il a été ministre de l'immigration, condamné pour injure raciale. Maire de Vichy, ça manque à son palmarès. Dans son édition de mardi, François recommande l'épilation totale à la cire, au rasoir ou au laser. Épilez-vous. Bientôt, les Portugais, les Portoricains, les Chiliens, tout ce qui est trop poilu devra quitter la France. La France n'a pas vocation à accueillir tous les poils du monde. Jeanne Moreau pourrait interpréter Liliane Bettencourt au cinéma. Pourquoi pas Bernard Tapie pour jouer Éric Woerth? On s'en fout qu'il soit mauvais comédien. Faut quelqu'un qui ait l'habitude de la magouille, des pots de vin, de l'argent sale, des valises de billets enterrées dans les jardins. Faut une vraie crapule. Et ça, Tapie, il a ça dans le sang. Dans son numéro du 15 août, Paris Match proposait 1001 façons de goûter les plaisirs du bain. On pouvait barboter comme Liliane Bettencourt, faire la planche comme Laetitia Hallyday ou se réfugier dans un arbre comme nos amis pakistanais.
Et un petit conseil aux Pakistanais pour une balade sur l'eau, faites comme Johnny, utilisez un scooter des mers, la Kawasaki 125. Regardez, ça ne marche pas. Une très belle phrase de Laetitia Hallyday. Quand le corps flotte, l'esprit fait le vide. Laetitia doit flotter souvent. On termine avec un coffret anti-stress proposé aux membres de l'UMP. La rentrée a été difficile. Les sondages sont mauvais. Détendez-vous avec le coffret anti-stress de l'UMP. Alors, à l'intérieur, une grosse berline, hein une grosse berline de manouche, hein, payée avec l'argent des Français. Une caravane, hein une caravane et un marteau. Et là, membre de l'UMP, on va libérer ses rancœurs, expurger sa haine, détruire, oui, détruire la caravane de ces sales Romano, ces voleurs de poules. Voilà, qui piquent l'argent de nos allocations. Alors attention, attention, oh, mon coffret. Vous pouvez également, Thierry, vous pouvez offrir ce coffret anti-stress à un membre du Front National. C'est un cadeau qui fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Merci. Voilà, c'était Stéphane Guillon, que vous retrouverez ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalbleu.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Régine, rebonsoir. Donc, dans la nuit du 22-23 août dernier à Saint-Malo, une mère de famille a tué sa petite fille de 8 ans, Méline, handicapée moteur cérébral. Vous pensez qu'elle peut s'en remettre? Non, pour moi, sincèrement, je ne pense pas que cette maman puisse se remettre, non. Vous pensez qu'il faut l'aider à se pardonner? Oh oui, profondément, oui. Alors, vous aussi, Régine, vous avez été confrontée à ce drame, le drame de la prise en charge des enfants handicapés. Vous avez tenté d'abréger les souffrances de votre fils Rémi, donc qui se suicidera après une lettre adressée à Nicolas Sarkozy. On va voir comment ça s'est passé. Vous êtes né à Mulhouse en 1955. Votre père était aveugle, invalide de guerre. Donc très jeune, vous avez été confronté au handicap. À ma naissance. À votre naissance. Vous faites des études de pharmacie à Strasbourg. Un jour, vous rencontrez celui qui deviendra votre mari. C'est le coup de foudre. Vous vous mariez. Premier enfant, Rémi. Deuxième enfant, Claire. Et vous dites, à ce moment-là, on avait tout pour être heureux. Voilà. Mais assez rapidement, vous décelez des petites maladresses chez Rémi. Premier symptôme inquiétant qui apparaît, c'est la dernière année de maternelle. Il fait une chute. Il pleure. Il a une bosse. Et le lendemain matin, il a un strabisme assez sévère. Tout à fait, oui. C'était le premier signe flagrant. Oui. Mais le lien n'était pas forcément fait par le corps médical avec sa maladie. Alors un jour, l'institutrice vous appelle, elle vous parle de la maladresse de Rémi. Il parvient pas à écrire, à dessiner, à colorier. Vous savez bien qu'à la maison, il a besoin d'aide pour se laver, pour manger, pour s'habiller. Mais c'est un enfant assez dynamique, assez... Très joueur, très rieur et sociable. Oui. Alors, ce qui est terrible, c'est que la maladie n'est pas diagnostiquée. On cherche seulement à soigner la maladresse de l'enfant. Et vous passez votre temps dans des centres d'orthophonie, de psychomotricité. Chaque jour, Rémi avait des séances de rééducation à tous les niveaux. Orthopsie, orthophonie, psychomote, kiné, enfin ce que... Voilà. À 11 ans, Rémi va au collège. Il a beaucoup de mal à prendre des notes. Et vous êtes obligé de recopier les notes qu'un professeur vous donne. C'est terrible parce que vous y êtes tous les jours jusqu'à 2 h du matin. Oh oui, mais ça se voit pas, c'est la vie cachée. Hein. Ouais. Et enfin, il rejoignait une scolarité publique alors qu'avant, il avait été exclu totalement de l'école, de tout système scolaire. C'est terrible comment vous vous battez d'ailleurs pour le faire admettre, quoi. Vous êtes obligé d'aller voir les directeurs en disant, écoutez, il a des problèmes, mais voilà, il est intelligent, il comprend. Et les élèves ne sont pas très gentils avec lui. Effectivement, Rémi a vécu, je pense, pas mal de sévices dont il ne nous parlait pas.
Il voulait nous protéger jusqu'à ce que ça bascule lors d'un voyage scolaire, oui. Il y a le voyage en Angleterre. Voilà. Il essaie de se défenestrer après. Oui, on peut parler de torture. Quand on a su ce qui s'était produit, oui. Et il a tenté de se défenestrer, oui. Et alors, à l'époque, vous ne le savez pas, mais le stress accélère sa maladie. Totalement. Alors, il est mis en hôpital psychiatrique, vous lui rendez visite, et là, évidemment, les visites sont terribles, parce que vous le voyez à travers une vitre. Il a été shooté au neuroleptique. Il a été séparé de nous. Des parents n'ont plus aucun droit sur un enfant mineur qui est en psychiatrie. Hein. Donc c'était un véritable kidnapping, entre guillemets. Hein. Mais c'est comme ça, c'est le système médical psychiatrique français. Et puis il a subi des sévices sexuels aussi. Voilà. D'autres malades essayent donc à ce moment-là d'abuser de lui. Un autre malade. Un autre malade. Donc dans cet hôpital, on finit par lui faire passer une IRM. C'est la première, en fait, de toute sa vie. Et on note des lésions importantes au cervelet. Et puis un florilège d'autres atteintes, dont des destructions de tous les nerfs sensitifs, enfin beaucoup de choses. Alors, ce qui est extraordinaire à l'époque, c'est qu'on accuse l'éducation que vous lui donnez. On croit reconnaître le syndrome de Munchausen, c'est-à-dire des mamans, en fait, qui provoquent des maladies chez leurs enfants pour pouvoir les soigner. Et puis finalement, on découvre que c'est une maladie mitochondriale incurable. Oui. On l'appelait la maladie. Il l'appelait, lui, la maladie. Il mettait un grand M parce qu'il faut pouvoir donner un nom. Bien sûr. Un nom à ce qu'on a. Alors, la maladie est de plus en plus dure à gérer, évidemment. Il prend 30 comprimés par jour. Pour soulager la douleur, calmer les crises, vous êtes obligé d'être là sans arrêt. Vous êtes épuisé, vous dormez plus. Il y a l'épisode des vacances où vous disputez avec une amie à cause de lui. Les premières vacances, après 3 ans difficiles, sans vacances du tout. Premières vacances dans une maison louée à cet ami en Vendée. Et puis le deuxième jour de vacances, nous étions avec nos 2 enfants, Claire et Rémi. Rémi veut promener la chienne, une brave boxer avec sa sœur. Et voilà, la boxer a foncé vers un ballon de foot dans un terrain de jeu. C'était un groupe d'ados, de jeunes. Et là, il s'est fait tirer au pistolet à billes, mais des billes de plomb. Il avait été terrorisé et puis vraiment malmené. Là, j'étais épuisée, je ne dormais plus du tout. J'avais chaque jour peur qu'il se produise de nouveaux incidents. Et un matin, je n'étais pas là pour le petit déjeuner des enfants. Et Rémi a demandé ses tartines à cet ami sans rajouter le s'il te plaît qui convient. Elle l'a donc remballé et il a quitté la maison. Et il est parti et je me suis réveillée après. Et lorsqu'il est revenu, il était dans un état épouvantable. C'est vrai que Rémi pouvait avoir des bouffées presque de délire. Il ne reconnaissait plus vraiment qui était qui. Et je suis allée trouver cet ami pour m'excuser du comportement de mon fils qui avait proféré des menaces. Hein. Et cette femme, je reverrai toujours son regard. Parce que lorsque je me suis excusée, je lui ai dit, tu sais, il est malade, il y a la maladie. Et là, elle m'a regardée droit dans les yeux. Et elle m'a dit, mais tout ça, c'est des foutaises, la maladie à bon dos. Et c'est vrai que là, je l'ai giflé. Ouais. C'était une gifle terrible d'entendre... Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça veut dire, même une amie, une personne proche, n'y croyait pas ou ne comprenait pas. Excusez-moi, je suis un peu émue. Et nous avons été mis à la porte de cette maison, le jour même, le matin même. Et voilà, et la route dans la chaleur toute une journée. Avec un désespoir profond, avec une souffrance. On n'échangeait pas dans la voiture. Chacun de nous avait mal. Et puis le retour le soir, à la maison, chez nous, épuisé. Mon mari qui met tous les bagages au rez-de-chaussée, qui monte se coucher avec des maux de tête, les enfants que je couche. Ce réflexe d'enlever tous les bagages, fatigué, et de dire « Rémi va se prendre les pieds demain matin dedans ». En se levant, il faut qu'il puisse passer sans se faire de mal. Et effectivement, monter me coucher avec extrêmement mal à la tête et très mal. Et puis de l'eau fraîche sur le visage. Et à ce moment-là, mon reflet dans un miroir. Et je ne me suis pas reconnue, je vais vous dire franchement. Pour moi, j'étais ailleurs. Et immédiatement, j'avais l'image de mon fils tel qu'il serait. Pas tel qu'il était, tel qu'il serait, qui a été présente. Et je me dis non,
il ne doit pas vivre cette souffrance, non, il ne doit pas vivre ça. Et j'ai traversé la maison, ça a été en rien de temps. Et ensuite, je me suis réveillée auprès de lui. Réveillée auprès de lui parce qu'il se débattait. Il était là en train de tenir moi, à nouveau là. Et j'ai compris, voilà, j'ai compris que j'avais voulu l'étouffer. C'est épouvantable. Donc, effectivement, vous aviez tenté dans ce qu'on appelle un raptus. Voilà, vous aviez tenté de l'étouffer. Il s'est débattu, il se réveille. Le lendemain matin, il vous dit « Maman, il faut dormir la nuit ». Et il vous en a jamais voulu, en fait. Il vous a même reproché de ne pas avoir terminé votre geste. Bien plus tard. Voilà. Pas à ce Alors, moment-là, évidemment, plus tard. vous vous sentez à ce moment-là un monstre absolu. Mais voilà, c'est tout le drame qu'on essaye d'évoquer ce soir. C'est-à-dire, quand on est dans ce cas-là, on est seul. On n'est pas aidé, on est confronté à ça 24/24 et un jour, on joue un crack. Voilà. C'est toute la douleur, surtout la souffrance de son enfant. Bien sûr. Qu'on prend dans les tripes. Je pense que c'est ça avant tout. Et donc je pense que ces mamans, comme cette maman, beaucoup de mamans d'ailleurs, qui craquent et qui commencent un geste comme moi, doivent le ressentir. C'est avant tout libérer son enfant. Bien sûr. C'est ne plus vouloir le voir souffrir. Bien sûr. Alors, en apprenant que vous n'êtes pas interné, votre médecin de famille appelle le procureur. C'est quand même énorme. Vous passez 48 heures en garde à vue, vous êtes inculpé de tentative d'infanticide et 2 ans plus tard, vous bénéficierez d'un non-lieu. Alors, à ce moment-là, c'est pas fini. La maladie avance de plus en plus, c'est de plus en plus difficile. Vous tentez de vous suicider. Et en 2005, oui. Ouais. Et enfin, à 20 ans, Rémi est pris en charge. Mais il est victime de souffrances terribles, de crises de crampes généralisées. Mais aussi nuit et jour, des secousses qu'on appelle les myoclonies. Ouais. Il ne pouvait plus lire, sa tête était secouée, son bras était incontrôlable, mais surtout son thorax faisait des bonds, les muscles se contractaient, et c'est lui qui dit, mais j'ai l'impression qu'un alien sort de moi. Et c'était nuit et jour, c'était poum, 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 poum. Il en mordait l'oreiller, alors évidemment les médecins ont quand même à ce moment-là, il faut le dire, essayé de soulager ses souffrances. Voilà. Alors là, il décide d'écrire à Nicolas Sarkozy en demandant le droit de mourir, parce que votre histoire pose évidemment le problème de la prise en charge des enfants handicapés par la société et le problème de l'euthanasie. Oui. Il écrit à Nicolas Sarkozy qui lui répond qu'effectivement la loi française aujourd'hui, en tous les cas, n'autorise pas l'euthanasie. Oui, en fait Rémi a écrit, il avait écouté avec ses amis de la maison d'accueil où il vivait l'appel de Chantal Sébir. Oui. Il en avait été très touché. Et puis finalement, dans la réponse de M. Sarkozy, je crois que ce qu'il a le plus, qu'il a trouvé inadmissible, qu'il n'a pas pu admettre, c'était d'entendre, de lire des paroles où le président de tous les Français parlait en son nom propre, en disant que pour lui, pour des raisons personnelles et philosophiques, ne pouvait blablabla. Ouais. Et je crois que ça, pour Rémi, c'était absolument impossible d'entendre ça. Il s'est suicidé trois jours après. La réponse. Ouais. Avec un appel. Un appel, Rémi a laissé une cassette auprès de lui et où il demande aux politiques, d'ailleurs il n'y a pas qu'à la présidence, que ce soit la droite, la gauche, c'est un débat de société et il demande véritablement qu'on reprenne ce débat parce que la loi actuelle ne répond pas, elle répond absolument pas. La loi Leonetti ne répond pas au problème. À ces situations-là. C'est ce que dit Mme Imbert aussi, d'ailleurs. Il ne répond à aucune de ces situations. Elle répond bien à des personnes, on va dire, atteintes d'une pathologie que tous nous craignons, qui est le cancer, mais pas pour toutes ces situations-là, absolument pas. Ouais. Voilà, donc là, je lance aussi un appel au nom de Rémi et des autres, de tous les autres. Bien Lui, sûr. Il n'est plus là, il est en paix. Voilà. Et les positions sur ces problèmes, je dirais que la prise en charge des enfants handicapés, on peut être que d'accord, mais sur le problème de l'euthanasie dans des cas pareils. On n'a rien à dire après ça. Non. On n'a rien à dire après ça. J'ai rien à dire après ça, après ce récit. Merci en tous les cas de votre témoignage. Merci à vous de m'avoir permis de l'exprimer.
J'espère. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Bernard-Henri Lévy pour l'édition collector Le Jour et la Nuit, la revue La Règle du Jeu qui fête ses 20 ans cette année, Didier Porte pour Insupportable chez First Édition, Stéphane Guillon pour l'ensemble de son œuvre, Guillaume Roquette, merci et bravo, baptême du feu dans Salut les Terriens, patron donc de Valeurs Actuelles, et Régine Salva, merci encore de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Groland.com. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.